Bonjour, nous nous sommes arrêtés alors. Nous sommes arrêtés au follicule dominant qui va continuer donc sa croissance préovulatoire en chemin vers l'ovulation. OK? En chemin vers l'ovulation au 14e jour du cycle ovarien. N'oublions pas que euh, ce pic LH, dont on va expliquer tout de suite, ce pic ovulatoire, surtout LH et moindre FSH, qui va être responsable donc de changements et modifications préovulatoires de ce follicule. Ces changements intéressent et concernent bien sûr tout d'abord au niveau de l'ovocyte, ça concerne le noyau. On va voir donc la maturation nucléaire, une reprise de la méiose et arrêt en métaphase 2. Et on va voir aussi la maturation au niveau du cytoplasme. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cytoplasme de l'ovocyte? Ça, c'est d'une part. Ensuite, on va continuer pour voir au niveau du follicule, ok, de la croissance folliculaire du follicule lui-même, quels sont les changements préovulatoires au niveau de la granulosa, au niveau du cumulus ovorus, des cellules d'attaque internes et externes, qu'est-ce qui se passe comme changement et modification pour que ce follicule puisse aboutir vers l'expulsion de l'ovocyte fécondable au moment de l'ovulation. N'oublions pas que ce pic ovulatoire, il est précédé, c'est très important. Il est précédé en fait par ce pic, pardon, par le pic œstradiol, d'accord? Donc sans pic œstradiol, il n'y a pas de pic ovulatoire LH et FSH. Ok? Ce pic œstradiol, il, euh, il est produit à peu près au jour 12,5, 12,5. Ok? Donc, il y a au moins 36 heures avant le pic de LH. Alors, commençons tout d'abord par les changements préovulatoires au niveau de l'ovocyte. On va revenir maintenant à quelques figures, d'accord, au niveau folliculaire. Voilà. Vous voyez bien que l'accroissement et la croissance du follicule dominant, dorénavant, elle est principalement due à l'accumulation du liquide folliculaire, ok, qui entraîne donc l'expansion de l'antrome folliculaire. Donc, bien sûr, c'est accompagné avec des mitoses aussi de la granulosa qui augmente le nombre de cellules à granulosa, mais l'expansion, si vous voulez, et la croissance folliculaire, elle est due essentiellement à l'augmentation du volume, ok, de l'antrome. D'accord, bien sûr, qui est occupé par le liquide folliculaire. Cet ovocyte, comme vous voyez, cet ovocyte qui avait dans les follicules, voilà, depuis le primordial jusqu'au primaire, secondaire, jusqu'au follicule antral ou cavitaire, euh, il, il, euh, il occupait une position presque centrale, d'accord? Et cette cavité ou bien cet antrome, au fur et à mesure de son expansion, il pousse, d'accord? Il pousse cet ovocyte, à une position excentrée, à une position, périphérique, corticale, OK? Comme vous voyez ici, de plus en plus au cours de sa croissance, folliculaire et de sa maturation, cet ovocyte se trouve alors excentré, périphérique, poussé par l'expansion de cet antrome. Donc, l'ovocyte, elle est suspendue, elle sera donc suspendue dans le liquide folliculaire entouré d'une masse
de cellules folliculeuses qu'on appelle, pardon, oui, excusez-moi. Donc j'avais dit que, cette expansion, et augmentation du volume de l'antrome, elle va donc laisser l'ovocyte suspendu dans ce liquide folliculaire entouré de quelques couches de cellules, de la granulosa qu'on appelle donc le cumulus oophorus, OK? Et n'oubliez pas bien sûr, les cellules, la première couche la première couche donc qui reste en contact direct, OK, avec, la zone pellucide, c'est la corona radiata. D'accord? Je suis en train de voir quelques, photos. Je crois que, voilà, celle-là, voilà. Heu, voilà la première couche de cellules folliculaires qui fait partie de la granulose bien sûr. C'est la corona radiata entourée par après la corona radiata, il y a les quelques couches du cumulus, donc les cellules de la granulosa qui restent au contact, OK, avec, l'ovocyte et qui fait saillie dans le liquide folliculaire, voilà, dans l'antrome et qui à la fin va rester donc, attaché au reste de la granulosa par ce petit pédicule de cellules de granulosa. D'accord? Donc, heu, les, 7 parties ou 7 régions, voilà, cette expansion antrale, donc elle va différencier entre, 2 parties de la granulose, si vous voulez. Voilà, celle qui est très périphérique, on l'appelle la granulosa murale, voilà, qui est au contact de la membrane de Slavjenski, voilà, la membrane de Slavjenski ou la membrane basale. Elle est entre la, 1re couche des cellules d'attaque interne et la dernière couche des cellules de la granulosa. Voilà ce qu'on appelle donc la granulosa murale périphérique, alors que, heu, l'autre partie de la granulosa qui reste en contact avec l'ovocyte et qui se trouve elle baigne dans le liquide folliculaire, elle fait saillie dans le liquide folliculaire. J'avais dit qu'elle forme le cumulus avec, la première couche, la corona radiata qui établit, comme docteur Haridal a expliqué, elle établit des jonctions GAP, OK, et d'autres types de jonctions avec, la membrane cellulaire de l'ovocyte. Donc ce follicule mature, qu'on appelle aussi le follicule de Graaff, il forme une protubérance à la surface de l'ovaire. Regardez, cette protubérance à la surface de l'ovaire, on peut voilà, c'est ça ce qu'on appelle la protubérance, voilà. Elle fait saillie parce qu'il a augmenté beaucoup de taille. Voilà, ça c'est un, follicule préovulatoire proche de l'ovulation, OK, proche du 14e jour. Regardez où est l'ovocyte avec son cumulus oophorus et voilà toutes ces cellules granulosiques, ce sont donc, les cellules de la granulosa murale. D'accord? Donc à l'approche de cette, ovulation, et sous l'effet طبعًا du pic de LH, le follicule, comme j'avais dit, ainsi que l'ovocyte vont subir, des modifications, d'importantes transformations, qui sont à la fois donc, méiotiques et cytoplasmiques. Voyons voir, au niveau donc, de les changements ou les modifications que cible l'ovocyte et on va les diviser en, changement nucléaire et changement à maturation cytoplasmique. On va voir à l'échelle nucléaire, qu'est-ce qui se passe. Heu, je crois que docteur Larida, elle vous a déjà expliqué à propos donc, de la stabilité, OK? De la stabilité, par le facteur voilà, je reviens à cette, diapo.
Voilà, OK. À la stabilité donc, noyau de l'ovocyte, voilà donc tout ça c'est l'ovocyte, ça c'est la corona radiata, d'accord? Heu, le noyau de l'ovocyte, on l'appelle la vésicule germinale ou germinative parce qu'il est bloqué en prophase 1, en, diplotène de la prophase 1. Donc l'ovocyte l'ovocyte 1 qui est arrêté en méiose 1, elle va donc achever sa première oh là là, achever sa première division donc pour entrer en méiose 2 et se bloquer de nouveau en, métaphase 2. Mais voyons voir comment donc ce pic de LH, il va, heu, être à l'origine de la reprise de la méiose 1 pour que cet ovocyte, ce noyau, cette vésicule germinale, puisse donc continuer, sa méiose 1, et donner donc un ovocyte 2. Comme elle vous a expliqué docteur Larida, non, le maintien en, prophase 1, en diplotène de la prophase 1, ce noyau bloqué est dû, je vais vers rapidement, est dû donc à l'apport à partir des cellules de la couronne radiata de l'AMP cyclique ainsi que GMP cyclique. D'accord? L'AMP, il a aussi des sources intrinsèques qui à partir de l'oocyte. Donc, cet apport continuel à travers ces jonctions GAP depuis la corona, traversant la zone pellucide jusqu'au cytoplasme de l'ovocyte, maintient un taux d'AMP cyclique qui est très élevé et la GMP cyclique dont le rôle essentiel, c'est d'inhiber la phosphodiesterase E. OK. 3, cette phosphodiesterase, est inhibée sous l'effet donc de GMP cyclique et l'AMP cyclique élevé, il va donc, maintenir l'inactivation du facteur MPF, Maturation Promoting Factor. Donc, ceci va contribuer à la stabilisation, de ce noyau en stade pardon, au stade, diplotène. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui s'est passé pour que cet ovocyte, puisse donc achever sa première division méiotique et entrer en méiose 2? Voilà. Donc, puisque, le pic de LH provoque donc, la fermeture des jonctions GAP. Regardez, la fermeture des jonctions de type GAP sont entre bien sûr, la, corona radiata et le cytoplasme de l'oocyte, sont fermés sous l'effet de pic de LH. Donc, tout cet apport extrinsèque de l'AMP cyclique et de la GMP cyclique se trouve donc interrompu. D'accord? C'est interrompu. Tac. Lorsque GMP cyclique et AMP cyclique s'est interrompu, c'est-à-dire la phosphodiesterase, il y a une levée de blocage de cette phosphodiesterase, OK? Donc elle est activée. Lorsque cette phosphodiesterase, elle est activée, c'est-à-dire il y a un clivage de l'AMP cyclique, il y a hydrolyse de l'AMP cyclique. Cette hydrolyse de l'AMP cyclique dans ce cytoplasme ovocytaire va contribuer à quoi? À réduire la teneur ou la concentration de l'AMP cyclique. Donc à un taux faible d'AMP cyclique, le MPF, il peut être réactivé. Il y a une levée du blocage à l'activation de MPF. D'accord? Donc, MPF, il est activé, c'est-à-dire il y a une reprise de la méiose, reprise de la méiose 1, là, on veut dire reprise de la méiose 1, c'est-à-dire prophase 1, elle est terminée, elle va être donc achevée, prophase 1, métaphase, anaphase, télophase 1 et l'ovocyte 1, elle va donc expulser le premier globule polaire et elle va donc donner naissance à l'ovocyte 2. Mais
L'ovocyte 2, à son tour, les chromosomes de l'ovocyte 2 vont entamer directement la division donc méiotique et pour aboutir à la disposition équatoriale, au niveau de la plaque équatoriale de la division, mais à ce moment-là, la méiose 2, elle s'arrête. D'accord? Et elle reste dans cet état d'arrêt métaphasique, OK? Heu et l'ovocyte 2 serait ovulée et elle reste dans cet état d'arrêt métaphasique, jusqu'à la rencontre avec un spermatozoïde. Si elle n'est pas fécondée, si cet ovocyte n'est pas fécondé, bien sûr, elle va dégénérer et bien sûr, elle va pas continuer. Elle dégénère sous forme donc, d'ovocyte 2 arrêté en métaphase. Voilà donc concernant, la reprise de la méiose. On va de la méiose 1 et l'arrêt en métaphase 2. Mais maintenant, on va voir comment et pourquoi cette ovocyte 2, elle est arrêtée en métaphase 2. On a besoin de, revenir à cette diapo qui vous explique, voilà, la maintenance du noyau de l'ovocyte, en, arrêt métaphasique. Pourquoi? Quels sont les facteurs? En effet, cet arrêt ou ce blocage en métaphase 2, il est dû à l'intervention continue. Il y a présence continue de deux facteurs qui sont d'une part le facteur cytostatique et d'autre part le MPF que vous connaissez, le Maturation Promoting Factor. D'accord? Donc, euh, le MPF, vous connaissez, c'est quoi le MPF? Docteur Larida vous a déjà expliqué. Le MPF, c'est l'association voilà, c'est l'association de 2 molécules. Une petite molécule, la cycline B, il y a plusieurs types de cycline, il y a une famille de cyclines, OK? C'est la cycline B qui s'associe à une kinase. Quand même, il y a une famille de kinases, il y a beaucoup de kinases. Cette kinase, c'est la CDK1. Donc, l'association entre une cycline B et une CDK1, cette kinase, forme ce qu'on appelle le facteur MPF. D'accord? Donc, pardon, le CSF, par contre, il est formé de l'association entre deux protéines aussi, qui sont, premièrement, il y a une CDK2, OK? Oh là là, il y a une CDK2, d'accord, qui est associée à une protéine, OK, qui est, euh, pardon, le produit d'un proto-oncogène qu'on appelle le CMOS. D'accord? Le produit d'un proto-oncogène qu'on appelle le CMOS. Voilà, donc le facteur CSF, il est formé par l'association d'une CDK2, ok, c'est pas mentionné ici, et d'une protéine qu'on appelle, c'est le produit du gène CMOS. Ok? Alors, ce CSF, quel est le rôle de ce CSF? Il stabilise en fait le complexe MPF. D'accord? En stabilisant le complexe MPF, il y a une stabilisation du noyau de l'ovocyte en métaphase. D'accord? Pourquoi? Parce que voilà la plaque équatoriale, ok? Voilà donc les chromosomes, il y a une stabilisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce, ce MPF, en fait, il va être, il va inactiver, si on peut dire, le complexe initiant l'anaphase. D'accord? Tac. Ce complexe, ce SCF, il est très sensible à l'action du calcium. Ça aussi, pardon, excusez-moi, va être expliqué au cours de la fécondation, mais on en parle rapidement. OK? Donc, ce complexe CSF, voilà, il stabilise le complexe MPF qui, à son tour, il stabilise l'arrêt métaphasique du noyau de l'ovocyte 2. هلا قلنا إنه ce complexe CSF, il est très sensible à une élévation de calcium. D'accord? Quand est-ce que cette
élévation de calcium se produit, c'est en fait au cours de la fécondation. D'accord? On en parlera, comme j'ai dit tout à l'heure, au chapitre fécondation. Donc, lors de la fécondation, il y a une destruction de ce complexe CSF suite à l'augmentation de la teneur de calcium dans le cytoplasme ovocytaire. OK? Donc, ce qui provoque la libération et l'activation du complexe d'initiation de l'anaphase. D'accord? Parce que le complexe d'initiation de l'anaphase était aussi bloqué sous l'action donc de CSF. D'accord? Donc, comment ce complexe, en fait, ce complexe CSF, normalement, pardon, excusez-moi, ce complexe initiant l'anaphase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc ubiquitiner, ubiquitiner, hein, c'est une molécule d'ubiquitine, je ne sais pas si vous la connaissez, la cycline B. OK? Il va ubiquitiner la protéine cycline B. En général, toute ubiquitination indique euh, euh, un système de protéolyse, ok, au protéasome, indique que cette molécule, c'est à détruire. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Une fois que cette cycline B, elle est ubiquitinée, c'est-à-dire cette cycline B, elle doit être quoi? Détruite. Une fois que elle va subir la protéolyse. Une fois cette cycline B, lorsqu'elle est ubiquitinée, elle subit donc l'hydrolyse, donc le taux de cycline B, il va être affaibli, donc il n'y a plus suffisamment de cycline B pour s'associer avec la kinase CDK1 pour former le complexe MPF. Donc le MPF, il va pas être formé tout simplement, puisque MPF, il n'est pas formé, donc il n'y a plus, ok, de stabilisation de du noyau ovocytaire en métaphase 1 et CSF, il est détruit, qui était responsable donc de, ou qui inhibait le complexe initiant l'anaphase. Donc, tout le blocage, il est levé, ok? Et donc, de ce fait, l'ovocyte, elle va terminer sa métaphase 2 et elle va achever sa deuxième division méiotique. D'accord? Alors, donc, ce qui est ovulé, c'est un ovocyte. Donc, en- bloqué en métaphase 2, bien sûr, et il va être débloqué suite à la fécondation. D'accord? Alors, la maturation cytoplasmique, qu'est-ce qui se passe au niveau maintenant du cytoplasme? Au niveau du cytoplasme, il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées. Bien, il va y avoir en fait tout d'abord une une rétraction entre les cellules de la couronne radiata, ok, et la membrane cellulaire, voilà, et la membrane cellulaire de l'ovocyte. Une rétraction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous ces prolongements, je reviens à cette diapo, euh, ces prolongements qu'elle a expliqué, Dr. Larina, regardez, les jonctions GAP, on en a parlé, les jonctions adhérentes, tout ça, les jonctions GAP seront fermées, d'accord? Et les jonctions adhérentes vont être donc désagrégées. Il y a une rétraction de tous ces prolongements cytoplasmiques qui connectaient donc les cellules de la couronne radiata, ok, à la membrane plasmique de l'ovocyte sous l'effet de pic LH. Donc, tout est rompu, ok? Et l'ovocyte, elle se trouve donc, elle reste euh, entourée par les cellules de la couronne radiata, mais il n'y a plus de contact intime et contact direct entre les cellules de la couronne et la membrane de l'ovocyte. Deuxièmement, il y a, il y a bien sûr synthèse.
synthèse à partir, en fait, de l'appareil de Golgi. Rappelez ce qui s'est passé بالنسبة للسynthèse la vésicule acrosomiale à partir des lysosomes spécifiques libérés à partir de l'appareil de Golgi pour former l'acrosome. Pareil pour la maturation cytoplasmique dans l'ovocyte. L'appareil de Golgi donc synthétise des granules de type aussi lysosomial, ok, de type lysosomial, yani d'origine golgienne, ce qu'on appelle donc des granules corticaux, qui vont se grouper à la périphérie du cytoplasme, juste en dessous de la membrane plasmique. D'accord? Occupe donc une position corticale. Je vais vous montrer, parce qu'il n'y a pas ici une diapo, je vais m'en servir de, du chapitre de la fécondation où on montre, voilà, par exemple, voilà, les granules corticaux, là, dans une position périphérique, voilà le cytoplasme, le noyau de l'ovocyte, d'accord? Donc, qui vont subir après l'exocytose, hein, le docteur Jared va expliquer. Taïeb. Je crois que j'en ai une autre, voilà, ok. Voilà donc le premier globule polaire, d'accord? Donc, sous l'effet de pic de LH, elle va terminer, cet ovocyte va terminer sa première division, l'ovocytin, elle entre en méiose 2, mais elle va être de nouveau bloquée en métaphase 2. Regardez, voilà les chromosomes qui sont regroupés sur la plaque équatoriale et regardez que ces chromosomes se trouvent excentrés, hein, d'accord? Sont proches donc du cytoplasme cortical, si je peux dire. Mais moi, je voulais vous montrer en fait les granules. Regardez, tout ça, ces petits points noirs correspondent aux granules corticaux qui sont donc synthétisés euh, ce sont des types de lysosomes spécifiques, de type lysosomial. Ces granules sont de type lysosomial et sont originaires de l'appareil de Golgi. Bien sûr, ils contiennent, comme l'acrosome, beaucoup d'enzymes hydrolytiques qui vont contribuer donc à la réaction corticale. D'accord? À la réaction corticale après la pénétration du spermatozoïde. Alors, concernant les centrioles, vous voyez ici qu'il n'y a pas de centrioles, en fait, sont déjà perdus depuis le stade Paquitaine dans l'ovocyte. Ok, les centrioles sont déjà perdus au stade Paquitaine. Donc, pour que cet ovocyte continue sa division, vous savez que les centrioles sont à l'origine de la formation donc des fuseaux, des microtubules. Donc, elle va puisqu'elle n'a plus de centrioles, elle va donc s'en servir du matériel péricentriolaire, le PCM, qui organise les microtubules pour les prochaines divisions. D'accord? Et dans la fécondation, vous allez voir que c'est uniquement le centriole, rappelez, que les centrioles, le centriole proximal, c'est le centriole spermatique, هنسميه spermastère بعدين. الفécondation هو بده يكون à l'origine donc des premiers microtubules de fuseau de la première segmentation de l'œuf fécondé. Pour revenir à notre affaire, qu'est-ce qu'il y a aussi comme maturation cytoplasmique? Il y a aussi une synthèse protéique. Bien sûr, l'ovocyte, elle continue ses synthèses protéiques qui sont essentiellement effectuées par les cellules de la granulose et celles du cumulus. D'accord? Et je note en passage en particulier la synthèse d'un facteur qui permet la décondensation de la chromatine des spermatozoïdes après la fécondation. Dr. Larry va en parler, ce qu'on appelle MPGF. OK, Male Pronucleus Growth Factor, MPGF. OK? Qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau de la maturation? Il y a des changements moléculaires. Ce n'est pas écrit dans votre texte, mais entre parenthèses, des changements moléculaires qui surviennent dans la composition de la membrane polycyte, dans la zone pellucide. D'accord? Ces changements, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? C'est permettre donc ces changements moléculaires dans la composition de la membrane polycyte vont permettre donc la fixation des spermatozoïdes au moment de la fécondation. D'accord? Heu, donc vous voyez bien que tous ces changements, cette maturation cytoplasmique, elle prépare quoi? Toute cette activité-là, elle prépare quoi? Elle prépare l'ovocyte à une éventuelle rencontre avec l'expandrice, c'est-à-dire à une éventuelle fécondation. D'accord?
Bon, voilà donc au niveau de la maturation, nucléaire et cytoplasmique de l'ovocyte. Passons maintenant au niveau de la maturation ou de la croissance, folliculaire. يعني مثل ما قلنا au niveau des, de la paroi, folliculaire, cellulite interne, essentiellement externe, granulosa et bien sûr, n'oublions pas les cellules du cumulus ovorus. D'accord? Donc, pour la croissance préovulatoire du follicule, nous savons que la LH, lorsqu'elle agit sur les cellules folliculaires, elle agit pour stimuler leur croissance, leur maturation ainsi que leur, activité, de stéroïdogenèse qui continue. OK? Il y a toujours donc, formation de ces stéroïdes, mais, on va voir qu'il y aurait à l'approche de l'ovulation, يعني dans la fin de l'expansion, dans de la fin de la formation du follicule préovulatoire, il y aurait un switch, un changement, OK? Dans, les sécrétions, en fait, OK? Dans les sécrétions de ces cellules. On va voir, tout de suite. Mais, parlons tout d'abord du changement global, si vous voulez. Donc, j'avais dit que cette LH, elle va stimuler les cellules folliculaires. N'oublions pas qu'il y aurait une augmentation de nombre de cellules à granulose. Donc, elle stimule leur croissance d'une part par l'augmentation de l'index mitotique des cellules de la granulose, mais essentiellement par l'augmentation considérable, OK, l'expansion antrale, l'expansion, j'avais dit la cavité antrale, d'accord? Donc la croissance folliculaire terminale, enfin, préovulatoire, excusez-moi, elle est due essentiellement, j'avais dit, à, l'expansion antrale, OK, du volume, de la taille de l'antrum. D'accord? Donc, cette augmentation finale est considérable de la taille folliculaire se produit presque exclusivement en raison d'une accumulation. Il y a une synthèse du liquide folliculaire, une accumulation rapide du volume du liquide folliculaire et cette expansion rapide de ce, volume du liquide folliculaire, elle est accompagnée d'une déhiscence. Déhiscence au niveau donc, de la matrice intercellulaire qui est située entre les couches les plus externes de la granulosa, yani au niveau de la granulosa murale. D'accord? Je reviens à cette, voilà, granulosa murale qui est là, OK, la plus périphérique, les plus externes. D'accord? Donc, c'est quoi cette déhiscence de la matrice intercellulaire? C'est, tout simplement, les couches. Il y a cette matrice intercellulaire qui interconnectait, les cellules de la granulosa entre elles et les couches de la granulosa, OK, entre elles, va être hydrolysée. Donc, il y a une fragilisation de cette granulosa murale, une fragilisation et il y a un amincissement de plus en plus de cette couche de la granulosa, périphérique. En même temps, on assiste à un accroissement du flux sanguin folliculaire global sous l'effet des prostaglandines. On va voir ça, dans le tableau tout à l'heure. Donc un accroissement du flux sanguin, c'est-à-dire, il y a quoi? Il y a heu, surtout au niveau técal, au niveau des cellules de l'attaque interne et aussi de l'attaque externe, il y a en fait un accroissement du flux sanguin. Elle devient hyper émiée, c'est-à-dire augmentation de ce flux sanguin. Heu, Lorsqu'on dit augmentation de flux sanguin, c'est-à-dire il y a une néovascularisation, il y a une formation de nouveaux vaisseaux sanguins, bien sûr. Ceci se fait sous l'influence هارجع مرة تانية des, de cytokines, d'accord? Vascular growth factor, VGF.
euh, donc ça c'est l'effet paracrine, ok, qui vont, ces facteurs, excusez-moi, VGF, vont donc induire, stimuler la création de nouveaux vaisseaux sanguins et le sang, le flux sanguin, il est donc afflux vers l'attaque interne et vers l'attaque externe aussi. D'accord? Voilà donc les vaisseaux sanguins qui vont donc se former et euh, hyperémier cette paroi ou cette tech interne et aussi la tech externe. Alors, euh, l'interrupteur endocrinien majeur, l'augmentation donc préovulatoire de la taille folliculaire correspond à des modifications du profil des sécrétions stéroïdes. Regardez, voilà. Certainement, de plus en plus, plus ce follicule préovulatoire s'approche du jour de l'ovulation et plus il y aurait donc des modifications du profil des sécrétions des stéroïdes. D'accord? Regardons ensemble ce qui se passe au niveau des hormones ovariennes et au niveau des stéroïdes spécifiquement. Regardez, bien sûr, il y a le taux d'ostradiol qui augmente considérablement pour donc aboutir au pic oestradiol. OK? Ensuite, il y a un, une chute brusque de cet oestradiol. OK? Et بعدين بالphase lutéale, il va augmenter petit à petit. D'accord? Quelques jours après l'ovulation. D'accord? Lorsqu'on dit que dans les 2 heures, on va regarder ensemble dans les 2 heures qui suivent le début du pic de LH. Regardez, où est-ce que se trouve ce début? Voilà le début du pic de LH. D'accord? OK? تقريبا. On l'a avec ses curseurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? Dans les 2 heures qui suivent le début du pic de LH, et ceci, c'est une chose qui se passe d'une façon transitoire, se produit une élévation transitoire du débit des œstrogènes et des androgènes suivie de son déclin. D'accord? Donc, les œstrogènes, OK, avec le pic oestradiol, et suivi de son déclin qui correspond donc dans les 2 heures qui suivent le début du pic de LH. Comment? Vous savez très bien que les androgènes sont les substrats des œstrogènes. Les substrats, c'est-à-dire ce sont les molécules précurseurs les androgènes sont convertis en œstrogènes. يعني androgènes et œstrogènes, leur taux est, يعني se modifie d'une façon concomitante. D'accord? Donc, dans les 2 heures qui suivent le début, dans les 2 heures qui suivent, voilà le début du pic de LH. OK. Il y a quoi? Il y a donc élévation transitoire de l'œstradiol ainsi que l'androgène, sa molécule donc précurseur, et suivi de leur déclin, de son déclin. D'accord? Donc, cette élévation, qu'est-ce qu'on a trouvé? Cette élévation coïncide avec quoi? Avec donc des changements vraiment distinctifs de la couche thécale. OK? Il y a un nez de la couche thécale des cellules de la thèque interne et externe, mais essentiellement au niveau de la thèque externe, dont le flux sanguin au niveau de laquelle, cette thèque interne, il y a donc augmentation, comme on avait dit tout à l'heure, du flux sanguin sous l'effet des prostaglandines. OK? Et ces tecs deviennent hyper émiers. D'accord? Hyper émiers pour effectivement réaliser, en fin de compte, le processus d'ovulation. Au niveau des cellules de la granulose, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules de la granulose? La granulosa murale, quand même, subissent un changement
marquées dans leurs propriétés. Premièrement, il y a quoi? Ce qu'on a donc observé, ces cellules à granulose vont arrêter leur division mitotique. D'accord? Elles sont arrivées à leur maximum de taille et de croissance. OK? Vont arrêter leur division mitotique et vont arrêter de convertir les androgènes en oestrogènes. D'accord? C'est ça la chute brusque du taux donc d'androgènes et d'œstrogènes. D'accord? Et commence à la place, donc c'est ça le switch si vous voulez. Il y a donc un relais, il y a effondrement donc diminution, heu, de, taux d'androgène et d'œstrogène par la suite, alors qu'en même temps, il y a, début de synthèse de la progestérone. Donc voilà le premier effet au niveau donc des cellules à granulose. Le deuxième, c'est quoi? L'ALH stimule cette synthèse, bien sûr. Nous avons dit tout à l'heure que l'ALH, ok, c'est l'hormone par excellence qui entretient et stimule, ok, la synthèse de la progestérone et par suite, elle va stimuler la lutéinisation après l'ovulation pour former le corps jaune. Donc, l'ALH, elle stimule la synthèse de la progestérone par, bien sûr, l'intermédiaire de ces euh, nouveaux récepteurs ALH qui sont acquis au niveau du follicule dominant, qui est devenu, bien sûr, le follicule préovulatoire et ovulatoire. OK? Troisièmement, ces cellules ont perdu, OK, leur propriété de fixer les œstrogènes ainsi que la FSH. D'accord? Mais elles ont acquis quoi? Elles ont acquis la nouvelle capacité de fixer les progestagènes. Et c'est pour cette raison, donc, يعني, il y a une auto-amplification. D'accord? Sous l'effet de LH. Sous l'effet de LH, les cellules de la granulosa sont en train donc de synthétiser la progestérone et de sécréter la progestérone. Bien sûr, on va voir la progestérone dans le liquide folliculaire aussi. OK? Donc, sous l'effet de LH, les cellules à granulose commencent donc à synthétiser la progestérone, mais vont donc aussi fixer des récepteurs de progestagène. D'accord? Vont donc acquérir cette nouvelle capacité de fixer les progestagènes, c'est-à-dire de fixer des récepteurs à la progestérone. D'accord? Donc, il y a ici et vont synthétiser, bien sûr, la progestérone sous l'action de l'ALH. Donc, il y a une auto-stimulation, une auto-amplification par rétrocontrôle positif. D'accord? Local, il y a un intrafolliculaire. Donc, plus cette cellule à granulose, elle synthétise la progestérone sous l'effet de LH et plus elle synthétise des récepteurs à la progestérone et plus elle est stimulée à synthétiser la progestérone. Donc, il y aurait quoi? Ceci entraîne une libération exponentielle et elle est très amplifiée de la progestérone à partir du follicule. Et bien sûr, ceci n'est pas tout de suite, ok, mais petit à petit et qui devient significative chez l'espèce humaine dans les quelques heures qui précèdent l'ovulation. D'accord? Je vais voir ça sur le graphe. Regardez, voilà, dans ce premier graphe, avant l'ovulation, voilà, d'accord, il y a une synthèse rapide et croissante de la progestérone, alors qu'il y a effondrement de l'estradiol et par suite, bien sûr, en amont, effondrement donc du taux d'androgène, juste avant l'ovulation. D'accord? Voilà, c'est pareil ici. Il y a une augmentation nette et progressive de la progestérone. Voilà, on avait dit que les granulosas commencent à acquérir leur capacité à fixer la progestérone et par leur LH, récepteur LH nouvellement acquise, ok, vont être stimulés par la LH pour produire la progestérone. Ce système donc d'auto-amplification qui augmente, ok, la sécrétion et la libération de la progestérone. D'accord? Avant l'ovulation.
طيب. Cette production croissante de progestérone, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Premièrement, elle inhibe l'augmentation donc du taux de progestérone. N'oubliez pas que l'ovulation n'a pas encore eu lieu. OK? Voilà l'augmentation de la progestérone. Elle a comme conséquence 1. Elle inhibe la croissance des follicules moins matures en développement. D'accord? Donc, les follicules en développement moins mature vont donc subir l'atrésie. OK? Alors que on dit qu'elle est nécessaire à l'ovulation aussi, il faut qu'il y ait présence de la progestérone, j'avais dit, dans le liquide folliculaire. Semble qu'elle est nécessaire. Vous allez voir tout à l'heure qu'elle est responsable, cette progestérone, elle stimule la collagénase. OK? Elle stimule la collagénase. هنشوفها بعد شوي pour la rupture folliculaire et pour l'ovulation. C'est pour cette raison on dit que la progestérone, elle est nécessaire, OK, pour l'ovulation. Et troisièmement, elle favorise quoi? Le transit, la transition vers la phase progestative, yani vers la phase lutéale du cycle ovarien. Sans progestérone, il n'y aurait pas une phase lutéale. Dr. Naridal vous a dit au départ de ce chapitre que la phase lutéale, elle est caractérisée par quoi? Par dominance progestégénique, hein, alors que la phase folliculaire, c'est la dominance œstrogénique. D'accord? Voilà donc, tout se lie à tout. Donc, comment ça se passe maintenant la rupture du follicule et la rupture de l'ovaire? Voilà, je reviens à quelques images. OK? Oh, je reviens plutôt à l'image de votre cours. OK. Lorsqu'on avait dit que la LH stimule l'augmentation du flux sanguin vers le follicule de De Graaf, OK? Et essentiellement au niveau du tissu conjonctif du follicule. يعني شو؟ يعني au niveau aussi des tecs, OK, qui devient hyperémié, OK? Et ça forme ce qu'on appelle un œdème folliculaire. œdème يعني انتفاخ. هيك. Un œdème folliculaire. Cet œdème folliculaire, il est aussi, si vous voulez, stimulé ou formé, hein, ou facilité par l'acide hyaluronique. Comment? L'acide hyaluronique qui est libéré, OK, dans le liquide folliculaire. L'acide hyaluronique, il est spécifiquement sécrété par les cellules du cumulus oforus. Nous avions dit que ces cellules du cumulus oforus, OK, ont une fonction spécifique qui diffère de la fonction des cellules de la granulosa murale. Donc, ce sont les cellules de la granulosa du cumulus oforus qui sont responsables de la sécrétion de l'acide hyaluronique dans le liquide folliculaire. Une fois cet acide hyaluronique augmente de taux, il va donc faire un appel d'eau de l'extérieur, ok, un appel d'eau intracavitaire, plus de l'eau qui pénètre dans l'antrum et plus ceci entraîne une expansion rapide du liquide folliculaire, ok, une augmentation donc de la taille. Donc, de plus en plus, cet antrum, il pousse, ok, il pousse alors cette granulosa murale vers la périphérie, résultant alors ou provoquant ce qu'on appelle, j'avais déjà expliqué, un amincissement. OK, ça devient de plus en plus mince, cette paroi folliculaire qui est formée par, bien sûr, cette poussée se fait pas uniquement sur la granulosa, mais c'est aussi sur la paroi folliculaire, les tecs internes et externes. De plus en plus, cette paroi folliculaire, elle est amincie, OK, par la pression exercée par l'antrum, par le liquide folliculaire, d'accord? Donc, les cellules de la granulose ainsi que la membrane de Slavjanski et les cellules técales se trouvent donc amincies, d'accord? Et n'oubliez pas de ce qu'on avait déjà parlé, ok? Que il y a la matrice intercellulaire entre les cellules, les couches de la granulosa, ok? Vont quoi? Vont être
hydrolysées. Les cellules ne sont plus connectées entre elles dans ces couches de la granulosa murale. طيب. Maintenant, l'ovocyte. L'ovocyte qui est inclus dans son cumulus, OK, par l'expansion antrale, elle n'étant plus rattachée que par un mince pédicule de cellules de la granulosa à la granulosa murale. Voilà ce mince pédicule-là. OK, et elle flotte à peu près dans le liquide folliculaire. Donc, l'accroissement du follicule et sa position dans le cortex ovarien entraînent, je vous ai montré, la protubérance au niveau de la surface ovarienne, et je vais vous la montrer sur votre diapo du cours. Voilà cette protubérance. OK, tout ça. Donc, au niveau de la surface ovarienne, ce follicule donc ovulatoire en voie d'expansion et de croissance, il va donc pousser contre l'épithélium de surface, l'épithélium ovarien, d'accord, et former une protubérance pour former au niveau donc un stigma. C'est une région la plus fragile, ok? Au niveau donc du stigma, c'est à ce niveau-là qu'il y aurait expulsion, d'accord? Il y aurait donc une micro-déchirure de toutes ces parois. Il y a l'épithélium ovarien, l'albuginé, le tissu conjonctif ovarien, la thèque externe, la thèque interne, la granulose, tout va être déchiré, tout va être donc hydrolysé pour libérer le passage du complexe cumulo-ovocytaire qui va perdre donc sa connexion avec la granulose murale, va flotter librement dans l'antrum, dans le liquide folliculaire, et il va être expulsé à travers ce stigma, ok, pour être donc, pour être capté par les franges ciliées du pavillon, d'accord, du tube utérin. OK? Donc, la paroi folliculaire qui se trouvait donc en train de s'amincir de plus en plus, elle devient avasculaire. On va voir pourquoi tout à l'heure. Elle devient avasculaire parce qu'il y a eu quoi? Sous l'effet des prostaglandines, il y a eu une vasoconstriction à ce niveau-là, à tout ce niveau-là, là où il y a des vaisseaux sanguins. OK? Il y a, dans le tissu conjonctif, le stroma ovarien, au niveau de l'attaque externe, au niveau de l'attaque interne. D'accord? Il y a donc une vasoconstriction et il y a une ischémie, ce qu'on appelle une ischémie. Il y a une mort cellulaire. Donc, tout ça crée un espace pour l'expulsion de ce complexe et complexe cumulo-ovocytaire. Le follicule se rompt et donc le liquide folliculaire, il s'écoule et l'ovocyte qui est toujours contenu dans son complexe. اوكي هون بس مبينينكم الكورونا بس اللي اكيد entourée par quelques couches du cumulus oforus, ok, captées par les franges ciliées de la trompe de Fallope, qui se sont rapprochés des ovaires en réponse à l'œstrogène pendant la phase préovulatoire. Oui, ça c'est vrai. Les franges ciliées ou bien de la trompe de Fallope sont sous dépendance œstrogénique, ok, vont se rapprocher, se fixer, ok, au niveau donc de cette protubérance où il y aurait expulsion de l'ovocyte, et on peut dire que l'ovulation a eu lieu. Mais avant de terminer l'ovulation, il faut voir en fait quels sont les enzymes, parce qu'il y a tout un complexe d'enzymes protéolytiques, ok, qui sont impliqués dans la rupture du follicule, qui sont impliqués dans l'ovulation. D'accord? Donc, euh, tout d'abord, parlons dans des métalloprotéinases matricielles, les MMP, telles que la collagénase, qui est très fondamentale et importante. Ça, c'est d'une part. Une autre famille, la famille des sérines protéases, telles que vous avez déjà entendu parler, avec moi précisément, telles que la plasmine et l'activateur du plasminogène. D'accord? Donc, on a deux familles, ok, d'enzymes protéolytiques. La famille des métalloprotéinases matricielles, les MMP,
telles que la collagénase. La deuxième famille, les sérines protéases, telles que la plasmine et l'activateur du plasminogène. Autre que ces protéines, donc, il y a quoi? Il y a aussi sécrétion, stimulation de la sécrétion des prostaglandines. Quelles sont les deux familles? Les deux familles concernées, parce qu'il y a plusieurs. Il y a la famille des PGE2 et la famille des PGF2. PGF et PGE, si vous voulez. Et parmi PGE, il y a PGE2 et parmi PGF, il y a PGF2-alpha qui sont impliqués et concernés dans la rupture folliculaire dont on va voir tout à l'heure leur fonction. Commençons par la PGE2. En fait, je vais venir au tableau, je crois que c'est plus facile. Voilà. Il y a donc synthèse des prostaglandines, ok, sous l'effet, pardon, sous l'effet du pic préovulatoire de LH. Il y a donc synthèse des prostaglandines des deux familles PGE et PGF. D'accord? La PGE2, elle stimule l'activité du, pardon, excusez-moi, elle stimule l'activateur du plasminogène. OK? Donc, voilà. La PGE stimule l'activateur du plasminogène. Vous savez que l'activateur du plasminogène, il est connu pour activer la quoi? La plasmine. D'accord? L'activateur du plasminogène, il est responsable de la conversion de l'enzyme, je répète, plasminogène inactive en plasmine active. C'est déjà expliqué plusieurs fois avec, OK, ce qu'on avait parlé de spermatogenèse. Donc, je répète, la PGE2 stimule l'activateur. Voilà, la PGE2. La PGE2 stimule l'activateur du plasminogène qui est responsable de quoi? Responsable de convertir, une fois qu'il est donc activé, il va donc convertir l'enzyme plasminogène qui est sous sa forme inactive en sa forme active qui est la plasmine. D'accord? Voilà. Donc, elle va former la plasmine sous l'effet de PGE. هلا كمان l'activateur du plasminogène, ok, il a un rôle en fait dans l'activité de la collagénase, ok, de la procollagénase inactive en collagénase inactive. D'accord? Mais comment? C'est la progestérone qui a le premier rôle. Regardez, la progestérone, c'est elle en fait qui est responsable de la stimulation de la collagénase qui est sécrétée par la TEC, ok, et qui dissocie les cellules dans la région du stigma. Donc, la progestérone, elle va stimuler la collagénase, la conversion de la collagénase inactive, ok, en collagénase active, la plasmine qui va donc, ok, aider à convertir cette collagénase inactive en collagénase active. D'accord? Donc, cette collagénase, qu'est-ce qu'elle a comme rôle? Elle a, qui est sécrétée par les cellules de la TEC interne surtout, elle dissocie les cellules de la TEC, que ce soit de la TEC interne ou de la TEC externe. Pourquoi elle les dissocie? Parce que là où il y a, comme son nom l'indique, là où il y a de la collagène, la collagénase, elle va les détruire. D'accord? Libérant de l'espace. À tout de l'espace, libérant de l'espace pour l'expulsion de l'ovocyte. OK? Alors, le PGF de alpha, la famille de PGF, PGF2 alpha, qu'est-ce qu'elle a comme rôle? La PGF de alpha, en fait, elle stimule la rupture des lysosomes qui se trouvent au niveau de l'épithélium ovarien. OK? Donc, PGF de alpha contribue aussi à la destruction de l'albuginée et des TEC. Comment? En activant les enzymes contenues dans les lysosomes de l'épithélium ovarien. OK? Donc, PGF de alpha
en stimulant la rupture des lysosomes qui sont contenus dans les cellules épithéliales cellules de l'épithélium ovarien et spécifiquement au niveau de l'apex, ok, va contribuer à la destruction de la tunique albuginée qui est riche en fibres de collagène ainsi que de la teque. D'accord? Ainsi que de la teque. Donc, à ce niveau-là, le chemin, il est libre devant l'expulsion de l'ovocyte. La PGF2-alpha, qu'est-ce qu'elle a comme rôle aussi? Elle a comme rôle aussi la contraction. OK? Donc, elle a comme rôle aussi de la contraction du muscle lisse. Le muscle lisse se trouve où? Les fibres musculaires lisses se trouvent au niveau de la teque externe, les myofibroblastes. Donc, ces prostaglandines, la PGF2-alpha, elle va stimuler les contractions. Elle va stimuler donc les contractions ovariennes au niveau des myofibroblastes de la teque externe, conduisant alors à la rupture du follicule et à la contraction folliculaire pour l'expulsion de l'ovocyte. OK? Donc, finalement, c'est vrai que ces enzymes protéolytiques ainsi que les prostaglandines qui vont contribuer à fragiliser, OK, à la rupture, à la destruction de tout ce qui se trouve en face de complexe cumulo-ovocytaire pour qu'il soit expulsé, d'accord? Mais finalement, ce sont les contractions des myofibroblastes de la teque externe qui vont contribuer à l'expulsion de ce complexe, de cet ovocyte, à l'extérieur de l'ovaire et capté par les franges ciliées de la trompe de Fallope. OK? Donc, pour récapituler, voilà, on a ce pic préovulatoire de LH qui va contribuer, comme on avait dit, à l'expansion du cumulus, OK, qui va contribuer à la synthèse des protéines. Beaucoup de protéines, j'avais expliqué la maturation cytoplasmique de l'ovocyte. Elle va changer. Là, il y a des protéines qui vont être modifiées, il y a des protéines qui vont être synthétisées, etc. Dans l'ovocyte et autour du follicule, d'accord? Il y a aussi, là, c'est vraiment une réaction inflammatoire typique. Elle se fait n'importe où. OK? Elle ressemble beaucoup à une réaction inflammatoire classique. OK? Il y a l'histamine, les prostaglandines, qui sont surtout les prostaglandines, qui sont sécrétées dans toute cellule. OK? Par exemple, un autre rôle de PGE2, voilà, le PGE2 qui est responsable de l'augmentation. Lorsqu'on avait parlé en fait de l'hyperémie, il y a une augmentation du flux sanguin vers l'ovaire et vers le follicule. D'accord? Donc, il y a une augmentation de la perméabilité vasculaire. Et d'autre part, il y a un œdème parce que c'est hyperémié, donc il y a un œdème. Cet œdème, il va provoquer une augmentation de la pression folliculaire, de la tension folliculaire qui est exercée par le liquide folliculaire sur les parois du follicule, sur la granulose, la membrane Slavjanski, les cellules de la teinte interne et externe. OK? Toute cette pression, donc d'une part la pression folliculaire, la contraction du muscle lisse, ainsi que la fragilisation de la paroi folliculaire sous l'action de la collagénase, sous l'action de la plasmine, d'accord? Et l'ovocyte ici, l'expansion du cumulus, c'est-à-dire elle a comme conséquence que l'ovocyte se sépare de la paroi folliculaire. Je vous ai dit qu'elle se sépare. لأنه آخر شيء بتكون reste attachée قبل ما توصل على l'ovulation par un mince pédicule avec la granulose murale. Voilà, on est مثل هون. Voilà, elle reste attachée, voilà, par ce mince pédicule. De plus en plus, elle s'approche du 14e jour vers l'ovulation. OK, cette expansion du cumulus ovoforus, il y a détachement, dissociation et ce complexe cumulo. Ce complexe donc cumulo-ovocytaire va flotter, va se dissocier de la granulose amurale, va flotter
et va être donc par la tension et la pression exercée, va être quoi? Va être expulsé à partir donc du stigma. Voilà, à partir du stigma, il va être dissocié, flotté et expulsé. Tout ça va être fragilisé. OK? Tout ça par la collagénase, par la plasmine, avec tous les autres, d'accord, qui contribuent à la rupture de tous les parois, tout ce qui se trouve sur le chemin de l'ovocyte, tout ça va être donc, tout ça va être hydrolysé, d'accord, affaibli et sous l'effet de la tension et la contraction des myofibroblastes de la tech externe, celui-là qui se trouve déjà en flottaison ici, il va être expulsé. للأسف ما عندي ولا هون هيدي la rupture au niveau le stigma, l'apex, ok, tout ça va être expulsé au moment de l'ovulation par affaiblissement et amincissement de toutes les couches qui se trouvent, ok, en face du chemin, ok, qui est donc établi par cet ovocyte pour son expulsion. OK, voilà, tout ça, il est détruit sur le chemin d'expulsion de cet ovocyte. D'accord? Voilà, euh, on revient ici. Donc, la rupture folliculaire qui est terminée. J'avais parlé de cette angiogenèse sous l'effet des VGF, ok, Vascular Growth Factor. L'angiogenèse, c'est-à-dire la prolifération, la création de nouveaux vaisseaux sanguins de la tête, surtout au niveau de la tête interne, externe un peu, mais aussi au niveau de la tête externe. D'accord? Donc, tout, ce, tout contribue pour l'expulsion de ce complexe. Hala, la désintégration de la membrane basale, elle va se faire au niveau donc de la phase lutéale dont je vais parler tout à l'heure. OK?